Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Louis Hull, je suis le coordonnateur des Instituts du Centre Franco et aussi je suis responsable de la série de conférences Propulsion. Ce soir, il me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Vocabulaire, la banque murale, soyons efficaces. Et puis, j'ai aussi le bonheur de vous dire que ça sera Josée Gagnon, la formatrice ce soir, et que la formation durera jusqu'à 20h30. La formation ensuite est enregistrée, donc elle sera disponible dans les prochains jours, prochaines semaines, sur le site du Centre Franco. Et durant toute la formation, vous avez accès à votre micro ainsi qu'à la boîte de clavardage pour vos questions et vos commentaires. Alors voilà, je vous souhaite à tout le monde bonne formation et je passe le bâton de la parole à Josée. C'est à toi. Merci, Louis. Ah, j'aime toujours ça, entendre sa voix. Tu as une voix radiophonique, Louis. C'est impressionnant. Ce soir, on va parler de la banque murale. Je me pose la question à savoir s'il y a des gens, d'abord, qui ont déjà eu la formation. J'ai déjà fait une première partie, mais j'aimerais ça savoir s'il y a des gens qui ont déjà fait la première partie. Si c'est la même, c'est pas la même combinaison. Si c'est la même. Pardon? Non, désolé. Aucun problème. Alors, c'est juste un petit rappel. On demande à tout le monde de mettre votre micro en sourdine. Josée nous posait la question, est-ce qu'il y en a qui ont suivi justement la première partie, donc la première fois qu'on en a discuté aux instituts? Alors, peut-être nous l'indiquer dans la boîte de clavardage. Et puis, aussi, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont déjà, dans le passé, appris ou pratiqué la banque murale. Ça peut être un oui ou un non. Alors, on attend toujours. Ah, et voilà. Donc, on dit oui, un peu, non, oui, non, 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 non. Donc, plus que, je te dirais, Josée, que plus de 3/4 des personnes nous disent non. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la première partie, c'est un peu un résumé de la présentation que j'ai faite à l'Institut d'été, mais on va passer un petit peu plus de temps sur la première partie, puisque les gens, on va peut-être pratiquer aussi pour se donner une petite idée. Puis à la fin, on va aller plus vers les enfants en difficulté et puis comment l'adapter pour ALF PANA, les enfants en apprentissage de la langue française et puis qui font le programme d'apprentissage des nouveaux arrivants. Avant de commencer, j'aimerais bien, à la diapo que vous voyez présentement, il y a un petit mot qui s'appelle « présence ». J'aimerais savoir si c'est possible pour vous de cliquer dessus. Si vous y avez accès, vous pouvez écrire « oui » ou « non » dans la boîte de clavardage. Et puis, si oui, bien, inscrire votre nom, signalant votre présence. On va laisser quelques minutes pour commencer ça. Louis, tu pourras me résumer si tu vois des oui ou non? Oui, bien, tout le monde, je viens de mettre justement le lien dans la boîte de clavardage. Donc, et puis, je vais aller vérifier, voir si tout le monde, on est capable d'écrire dedans. Donc, voilà. Pardon. Oui, alors, ça fonctionne, cher Josée. Les gens sont en train de s'inscrire dans la boîte. Excellent. Alors, pendant que vous vous inscrivez, je vais commencer par déterminer de l'ordre du jour, qui est déjà inscrit ici. Alors, l'ordre du jour, après les présences, on va parler un petit peu au sujet du vocabulaire. On va avoir une petite partie théorique qui va être assez courte. Ensuite, on va parler de la banque murale active. Ensuite, des banques murales passives et à l'écrit, puisqu'il y a 3 types de banques murales, actives, passives et à l'écrit. Et on va regarder comment on peut intégrer la banque murale dans la préparation d'un roman. Ça va être un petit volet de rien, pas très long. Et enfin, comment adapter aux élèves en difficulté, aux élèves ALF et aussi aux enfants dont le français n'est pas la langue maternelle.
Plus loin dans la présentation, vous allez voir, j'indique que 72% de la population du conseil scolaire du CECCE, qui est le plus grand conseil scolaire, est composé d'enfants, soit LF, d'enfants discutés ou d'enfants dont la langue maternelle n'est pas le français. Et à la fin, ben, j'ai fait des petites listes. Je sais que les gens aiment ça avoir des ressources ou des petites listes, alors je vous offre ça en cadeau. On pourra en discuter de ça aussi si vous avez le goût. Donc, je me lance. Ah, d'accord. Alors, au sujet du vocabulaire. Ah, j'ai oublié de mentionner. Ah oui, d'abord, je ne me suis pas présentée. Je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Josée Gagnon. Je suis enseignante au conseil scolaire CECCE depuis 33 ans. J'ai enseigné de la maternelle jusqu'à la 12e année en passant par les cours de musique et à LF Pana, etc. Maternelle Jardin aussi. J'ai fait, mon pedigree, c'est quoi? C'est que j'ai un bac, comme tout le monde, j'ai un bac en éducation, une maîtrise en éducation, puis j'ai fait une formation d'1 an d'enseignement explicite de la lecture il y a plusieurs années. J'ai travaillé 7 ans au conseil scolaire du CECCE, puis maintenant que je suis à la retraite, je travaille depuis les 2 dernières années au CECCE comme EEAS en littératie et là, on vient de me bouger en ALF Pana. Alors, je mélange les deux, disons, pour l'instant. Donc, c'est à peu près ça. Je viens ici ce soir parce que on a remarqué dans notre conseil scolaire et possiblement dans tous les conseils scolaires, puisque la COVID a apporté une situation qui est inusitée, qu'on n'a jamais vue avant, qui est celle où les enfants ont dû rester à la maison avec des parents qui ne parlent pas souvent français ou qui parlent peu le français et qui nous reviennent à l'école avec un vocabulaire très pauvre et qui a besoin d'enrichissement. Alors, on va parler un petit peu d'abord des types de vocabulaire. Vous allez remarquer que mes diapos sont assez chargés. Je n'ai pas écrit seulement qu'1 ou 2 points. La raison étant que si vous voulez par la suite l'imprimer pour garder l'information, vous pourrez la garder. Puis j'ai aussi inséré des liens au cours de la présentation que vous pouvez ouvrir puis imprimer comme page solo là, si vous en avez besoin durant votre enseignement. Également, j'ajoute que si vous souhaitez poser des questions, allez-y. Allez-y dans la boîte de clavardage ou dans le clavardoir, qui est un nouveau mot. Et Louis va nous lire ça. Moi, je ne vois pas le clavardoir et je ne vois pas les gens. Mais Louis peut m'aider avec ça au niveau des questions. Parfois, c'est plus facile de répondre aux questions à mesure qu'à la toute fin. Donc, quels sont les types de vocabulaire? Alors, au départ, il y a 3 types de vocabulaire. Le vocabulaire visuel, donc les mots répertoriés sous forme d'images. Et ça précède le vocabulaire. La pratique de la banque murale touche au vocabulaire oral, écrit et parfois visuel parce que les nouveaux arrivants ou les enfants qui ne parlent que peu français ou chez les petits, on va souvent ajouter un repère visuel. Ensuite, le vocabulaire oral. Donc, il y a 2 types de vocabulaire au niveau du vocabulaire oral. Le réceptif, qui est la compréhension d'un mot qu'on entend, et le productif, la compréhension d'un mot à l'oral, dont on peut prononcer et réinvestir le sens dans une conversation. Donc, à l'oral, comprendre un mot et acquérir un vocabulaire, c'est pas seulement qu'entendre la définition d'un mot, c'est aussi pouvoir le restituer dans une conversation. Il y a le vocabulaire écrit aussi, donc réceptif, hein, la compréhension d'un mot qui est lu. Productif, qui est la compréhension d'un mot écrit, réutilisé de manière appropriée et correcte à l'écrit. Il y a l'expressif, par exemple, les expressions idiomatiques feraient partie du vocabulaire écrit expressif, ou les sentiments, les émotions.
et le descriptif, les mots qui servent à décrire quand on écrit un texte. Donc, ça, c'est un petit peu en général. Plus particulièrement, c'est quoi ça, apprendre un mot? Alors, apprendre un mot, c'est de l'identifier à l'oral, de le lire en silence et à haute voix, de le réemployer dans un contexte oral et écrit, de pouvoir le définir, de pouvoir l'écrire, l'orthographier et connaître sa fonction dans une phrase. Alors, pour des exemples supplémentaires, on pourrait voir pour ceux qui ont déjà fait la formation ELOE, éveil au langage oral et écrit. C'est un peu ce qu'on fait dans ces formations-là, chez les tout-petits maternels jardins. Donc, banque murale active, ça vient d'où cette histoire-là? Alors, on va faire juste un petit détour là, au niveau de l'origine de la théorie. Il y a un chercheur qui est décédé en 2008 du nom de Michael Presley. Oui, c'est bien Michael Presley avec 2 S et non pas comme Elvis avec un seul S. Michael Presley avait fait une étude comparative en 2 groupes. Le groupe numéro 1, où les élèves écoutent les mots seulement, et un groupe numéro 2, où à toutes les fois qu'on questionnait les enfants, ils devaient lire le mot. Les résultats pas escomptés, les résultats qu'on a obtenus, c'est que les élèves réussissent mieux lorsqu'ils doivent lire le mot, pas juste l'entendre, et ce, même lorsque les mots sont employés hors contexte. Maintenant, je ne vais pas vous dire d'employer les mots hors contexte, mais c'est juste pour dire qu'il faut vraiment qu'ils lisent les mots en plus de les écouter. Alors, si on va dans la partie résumé, Comprehension, Instruction, What Works, c'est un petit peu, je vais l'ouvrir, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un petit peu un résumé là, de ce que Presley a étudié, en fait, tout au long. On parle du décodage, du vocabulaire, de la compréhension que les enfants ont du monde et puis des stratégies actives de compréhension. Ça peut être très intéressant. Du monitoring aussi, on parle beaucoup de ça en ce moment là, au conseil scolaire. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans tous les conseils scolaires, mais comment aller vérifier que les enfants aient bien compris et assimilé ce qu'on a enseigné. Je vous laisse lire ça puisque c'est en anglais sur votre temps. Et j'ajoute ici en bas Michael Presley's Educational Legacy 2008. Donc, c'est le legs que Michael Presley nous a laissé là, en éducation jusqu'en 2008, jusqu'à sa mort. Et c'est un petit peu comme on ferait une méta-analyse, bien à ce moment-là, c'est comme un petit peu un retour là, dans le passé sur toutes les recherches qu'il a faites. Alors ça aussi, ça peut être intéressant pour vous si vous vous intéressez à la théorie. Sinon, bien, on va passer par-dessus ça. Et puis, on va aller plus ce soir dans la pratique de la banque murale. N'hésitez pas à poser des questions, ça va me faire vraiment plaisir. J'ai fait la partie du début beaucoup plus courte que ce que j'avais fait aux instituts d'été, donc vous êtes bienvenus de poser des questions. La banque murale, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la fonction de la banque murale dans une salle de classe? Alors, la première fonction, c'est de débusquer les bris de compréhension a priori, c'est-à-dire qu'on anticipe les bris de compréhension, les difficultés au niveau du vocabulaire qu'auront les élèves pour pouvoir le travailler avant soit de lire un roman, un album jeunesse, un ouvrage informatif ou autre. C'est aussi d'enrichir le vocabulaire et ce faisant, ça permet aux enfants d'être plus fluides dans leur lecture. Je suis en train de vous dire ça, puis je pense à un exemple de cette semaine, un petit vécu personnel qui semble banal, mais mon collègue et moi, Gilles, on a pas francisé, mais féminisé plutôt des documents avec enseignantes, présentateurs, présentatrices,
les apprenants, les apprenantes. Et on est tellement habitué de lire à la forme masculine que c'est comme si j'avais, à chaque fois que je lisais un mot qui était féminisé, j'avais une embûche, puis je le relisais. Donc, c'est une preuve tout simplement pour dire que plus on lit un mot, plus on lit de manière globale. Au départ, on va lire de manière syllabique. Ensuite, je passe au prochain point. Réinvestissement, une des fonctions de la banque murale, c'est de réinvestir des mots en communication orale et en écriture. Ceux qui font les ateliers d'écriture dans leur salle de classe, c'est parfait de faire la banque murale parce que vos élèves ça va leur permettre de réinvestir les mots que vous avez travaillés déjà. Et puis, comment ça se traduit ça, la banque murale, dans la pratique quotidienne? Alors, au niveau quotidien, on peut représenter la banque murale par... D'abord, c'est fait sur un plan cartésien. Hein, je pense que c'est comme ça de votre bord, là, je suis à l'envers, mais... un plan cartésien, donc l'axe des X et l'axe des Y. Et chez les tout petits, on peut ajouter des illustrations ou des images, mais c'est essentiellement fait à partir de mots. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le clavardoir, oui, jusqu'à présent? Non? Non, ça va, il n'y a pas de questions. OK, n'hésitez pas. Donc, je vous présente un plan cartésien. Et bon, quand on va faire la banque murale, quand on va la disposer sur le mur dans la salle de classe, on va la disposer sous forme de plan cartésien. Donc, je vous propose de regarder ce plan cartésien-là, puisque parfois on oublie les notions mathématiques quand on enseigne à un niveau qui n'est pas une classe de mathématiques. Donc, la ligne du bas, c'est l'abscisse à l'origine. À l'origine, ça, c'est le point. Et l'ordonnée. Le point où il y a les petits zéros, c'est le point d'origine. Donc, et puis quand je parle aux enfants, je vais leur dire « Donne-moi la coordonnée de ». Alors, il est possible, en partant de la première année, d'utiliser ce vocabulaire mathématique, pardon, pour que les enfants déjà s'habituent à ce vocabulaire-là, aussi bien d'apprendre le mot comme il faut de la première fois. Donc, comment ça fonctionne un plan cartésien? Chez les tout petits, par exemple, en première année, mais on peut faire la même analogie chez les grands, puisqu'on pratique la banque murale jusqu'en 12e année, si on veut. Je leur dis aux petits, le plan cartésien, ça fonctionne un petit peu comme un facteur qui va livrer une lettre dans ton quartier ou dans un gratte-ciel, si tu habites dans un appartement. Alors, ce qu'il va faire au départ, c'est qu'il va marcher sur l'abscisse, comme quand il marche dans la rue, jusqu'au point d'origine. Quand il a trouvé le point d'origine, qui est le gratte-ciel, là, il va monter dans l'ascenseur jusqu'à l'appartement. Et là, il va livrer sa lettre à l'appartement. Donc, ça va être de la manière dont tu vas trouver ta coordonnée. Et je vous montre une photo. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Non, je ne pense pas. Ah oui. Si on le faisait à l'envers, parce qu'au départ, les enfants ne sont pas certains, surtout les petits, la latéralité peut prendre jusqu'à 6 ans avant de s'installer. C'est-à-dire que gauche-droite, ce n'est pas encore nécessairement acquis pour tout le monde. Donc, je leur dis, ben, si tu fais le contraire, c'est que tu commences par monter dans l'édifice, puis après ça, tu vas dans l'appartement, tu vas tomber dans la rue. Donc, on marche dans la rue, on monte le gratte-ciel et on livre la lettre, qui est la coordonnée. Prochaine image. Ici, c'est une banque murale de premier cycle. C'était une banque murale de 3e année. Alors, j'aimerais savoir, si vous pouvez partager ça dans le clavardoir, qu'est-ce que vous remarquez de cette banque murale-ci? Qu'est-ce que vous remarquez comme ça? Mis à part le plan cartésien, j'aimerais juste connaître vos observations.
Alors, on voit des gens qui écrivent, donc on devrait avoir des réponses sous peu. D'accord. Alors, Anne nous dit, on souligne la terminaison du verbe, entre parenthèses, à l'infinitif. Et puis Isabelle nous dit, certains sons sont soulignés. OK. Est-ce que je commente à mesure ou tu veux que j'attende, Louis? Ben, écoute, est-ce que tu veux que je te lise au complet? On a 4 autres. OK, Donc, vas-y. José nous dit que les mots ne sont pas en ordre alphabétique. Et puis Tracy nous dit que les images sont sur l'axe des Y. Chloé nous dit que les mots sont amovibles. Et finalement, Marieke, excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé, ce n'est pas en ordre alphabétique. Et Anan nous dit, il n'y a pas beaucoup de mots. Voilà. OK. Hey, c'est toutes des bonnes observations. C'est vraiment, vous avez le sens de l'observation bien aiguisé ce soir. OK. D'abord, je vais commenter pour les sons soulignés. Donc, les sons soulignés, souvent, on fait ça en première année. Hein? C'est parce que les enfants, ils vont diphtonguer un son, ils vont voir OU ou ils vont voir OI, ils vont dire OI au lieu de OA. Alors, pour les aider en début de lecture, on va souligner les sons composés ou même les sons complexes comme EI, I, OUI, EI, etc. Donc, ici, c'est ce qu'on a fait. Même si ce sont des élèves en troisième année. Donc, ça indique que les enfants n'avaient pas encore acquis les sons composés. Oui, les mots sont amovibles. Je ne sais pas comment tu as vu ça, mais c'est une très bonne observation. Ici, ils sont collés sur c'est un tableau de liège qui a été peint. Aussi, les mots sont sur des cartons. Et on a pensé que c'était les terminaisons des verbes, et là, je vérifie, mais je pense que c'est plutôt parce que c'est le son ER, comme dans ramé, qui fait « et ». Mais l'observation au sujet des verbes est très bonne. Les verbes sont tous à l'infinitif. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que quand on va travailler la banque murale avec les enfants, ils vont devoir eux-mêmes conjuguer les verbes. Donc, on place tous les verbes à l'infinitif. C'est sur du carton. Oui, c'est du carton recyclé. Et puis, si vous remarquez quelque chose, je ne sais pas là, je vais juste voir s'il y a un nom. OK, on ne le voit pas, mais si on regarde clairière, par exemple, à un ciseau, clairière, on devrait écrire une clairière en tout petit devant, ajouter le déterminant. Parce que pour un enfant qui est soit en difficulté ou un enfant ALF, un enfant un apprenant de la langue française, ALF PANA, c'est plus compliqué d'apprendre le 1, une ou le déterminant après que de l'apprendre en même temps. Si on l'apprend en même temps, c'est comme apprendre un seul mot, alors ça demande moins d'énergie cognitive. Bon, alors oui, aussi l'axe des X et des Y, on a placé les chiffres au bas et on a placé des symboles dans le côté. Les symboles sont assez simples ici, crayon, téléphone. Quoique téléphone, maintenant, c'est des téléphones cellulaires, alors ça, c'est une antiquité pour eux. Étoile, ciseaux, cœur et 1, 2, 3, 4, 5. Il est possible de changer les chiffres et les symboles. Comme par exemple, si on était en première année, on aurait pu placer, au lieu de 1, 2, 3, 4, 5, si on est en train d'apprendre, par exemple, les bons de 5, 5, 10, 15, 20, 25. Ou on aurait pu, en première année, on apprend comment compter en bons de 2, mais à partir d'un chiffre impair. Alors, 3, 5, 7, 9, 11. On aurait pu aussi placer les solides comme un cône, cylindre, sphère, cube, prisme, etc. Prisme rectangulaire. Un exemple chez les plus grands, ça aurait été, par exemple, 2 dixièmes,
4 dixièmes, 8 dixièmes, où on aurait pu faire des fractions, une demi, un tiers, un quart, etc., un cinquième, pour que les enfants puissent s'habituer à les lire, plutôt que de dire, souvent les enfants vont avoir tendance à lire 1 sur 2 ou pour une demi. Alors, c'est une autre manière de travailler, mais implicitement le vocabulaire. Au niveau des symboles, il y aurait par exemple A commercial qu'on dit qui est arrobas, ou ça aurait pu être un symbole autre qui est, je sais pas moi, un astérisque. Les enfants vont dire un astérix, un astérisque, ou ça aurait pu être n'importe quel autre type de symbole que vous croyez qui aurait pu être utile. Chez les plus petits, on peut insérer comme ça des symboles ou des images ou des photos. C'est comme vous le souhaitez. Les bandes murales sont faites, celle-ci est faite sur un tableau de liège, comme j'ai dit, qui est peinte, mais ça aurait pu être sur un tableau blanc avec du ruban gommé d'électricien de différentes couleurs. Ça aurait pu être sur des anciens tableaux verts qu'on n'utilise plus, mais qui sont parfois encore dans les écoles, où on place, on fait des cases comme ça, on place les mots dans les cases et on les fait tenir à l'aide de pinces magnétiques. Alors, c'est un petit peu ça. Ça, c'est un exemple de banque murale. Excuse-moi, José, on avait une question ici de Mariette qui demande est-ce que les verbes devraient être aussi à l'infinitif pour des premières années? Oui, tous les verbes devraient être à l'infinitif. Parce que plus tard, on va faire un exemple, on va se pratiquer un petit peu. Et puis, vous allez voir que on va faire exprès pour que les enfants conjuguent les verbes. On va dire hier, fais-moi une phrase avec hier et le verbe dresser. Alors, l'enfant dirait, je ne sais pas moi, hier, mon père et moi sommes allés voir au cirque et le lion, je ne sais pas, on a dressé un lion ou bien on dressait un lion. Alors, ils doivent conjuguer les verbes au temps requis. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, une deuxième question, Mariette qui dit merci. Deuxième question de Hanan. Quelle est l'utilité des symboles puis des nombres? L'utilité, c'est de repérer les mots dans la banque murale. Donc, si je disais, par exemple, on va faire un petit exemple ici. Si je dis, donne-moi la coordonnée du mot raffoler. Alors, la coordonnée serait un cœur. Si je te dis, donne-moi la coordonnée du mot rusé, la coordonnée serait 2 ciseaux. Alors, je fais 2, je bats jusqu'au ciseau, rusé. Le mot, c'est rusé. Donne-moi la coordonnée du mot stupéfait. Ou bien, je peux le faire à l'envers. Je peux dire quel mot, donne-moi le mot situé à 4 crayons. Alors, 4 crayons, stupéfait. Remarquez aussi que les adjectifs sont inscrits au masculin singulier pour la même raison, pour que les enfants puissent apprendre à les manier. C'est bon? Alors, ce que je trouve intéressant, donc, Anna nous dit donc ça serait pour les faire repérer par les élèves, c'est ça? Exactement, oui. Ouais. Oui. Et puis moi, j'ajoute, étant un joueur d'échecs, hein, et puis quand on apprend les coordonnées comme ça, ben c'est le même principe aux échecs, où est-ce qu'on va fonctionner avec des lettres puis des chiffres. Et puis au célèbre jeu Battleship aussi. Oh oui, c'est vrai. Hey, ça fait longtemps que j'ai joué à ça. Donc,
Voilà, il n'y a pas d'autres questions. D'accord, je continue. Donc, comme on a déjà mentionné, quels sont les principaux types de mots qu'on insère dans la banque murale? On insérait les verbes à l'infinitif, les adjectifs au masculin singulier, les adverbes, hein, tous les adverbes en ment, là, ardemment, patiemment, etc. Les marqueurs de possibilité. Je vais vous donner des exemples un petit peu plus loin. Les mots précisant une émotion. Apeuré, boudé, déprimé, blêmir. N'importe quel mot d'émotion. D'abord parce que si c'est un enfant ALF, un enfant, un nouvel arrivant ou un apprenant du français, il apprend à exprimer ses émotions. Mais aussi, si on réinvestit dans l'écriture, ça nous permet de signifier les émotions du personnage ou des différents personnages. Ensuite, les noms, on met le moins de noms possible. Et quand on met un nom, on indique le déterminant en haut à gauche du carton, là, sur le même carton, en tout petit et de la même couleur, par exemple. Ça reste pour que l'enfant l'apprenne, comme je disais, comme si c'était un mot. Il y a un seul apprentissage qui se fait plutôt que plusieurs. La prochaine diapo. Comment est-ce qu'on fait pour choisir les mots? Alors, j'ai travaillé avec une collègue qui s'appelle Karine de Souza. Et Karine avait fait un petit clip là-dessus. Je vais faire des précisions sur ce qu'elle dit par la suite. À partir du livre Le fan club des champignons, qui est un extrait, là, j'ai pris l'extrait public à l'Internet et puis elle est partie du livre. Donc, écoutez bien ce qu'elle a à dire. Intéressant que ça ne fonctionne pas. Juste un moment. Alors, bonjour, c'est juste une petite vidéo pour expliquer le raisonnement derrière les mots qu'on va choisir pour insérer dans une banque murale. Alors, je prends ici un livre qui s'appelle Le fan club des champignons de Élise Gravel. Contrairement à ce qu'on pense d'une banque murale, on ne va pas nécessairement aller chercher des mots qui sont super évidents. Comme dans ce livre-ci, il y a des mots comme mycologue. Il y a plein de noms de champignons qu'on aimerait insérer, mais ce n'est pas nécessaire parce qu'ils sont expliqués dans le livre. Alors, quand je vais choisir des mots pour une banque murale, je vais vraiment cibler des mots qui pourraient causer des bris de compréhension et puis que j'aimerais que l'enfant puisse réinvestir. Puis par ça, je veux dire, il va y avoir des mots puis des concepts plus complexes. Comme ici, on parle, les champignons ne sont pas des plantes ni des animaux. Enfin, ils sont un règne vivant à eux tout seuls. Je peux expliquer le concept de règne vivant, je peux parler des règnes vivants, mais je ne vais pas le mettre dans une banque murale parce que je ne m'attends pas à ce qu'un enfant réinvestisse ces mots-là dans son vocabulaire courant. Ici, encore comme des mots complexes comme le mycélium, je n'ai pas besoin de l'inclure parce qu'il y a un schéma qui explique c'est quoi le mycélium. Ici, par exemple, les mots, quand je lis ici, alors d'autres bolets ont le dessus du chapeau gluant comme des limaces. Si je ne sais pas c'est quoi une limace, je ne peux pas inférer le sens du mot gluant. Alors, le mot limace puis le mot gluant, ce serait des bons mots à mettre dans une banque murale, dépendant des connaissances de votre enfant puis de son vocabulaire existant. Ici, juste pour montrer que c'est important d'inclure une variété de mots, le je sautille, j'adore les morilles et quand j'en trouve, je sautille comme une petite fille en poussant des cris de joie. Encore une fois, le verbe sautiller, ça c'est un mot que je pourrais m'attendre à ce qu'un enfant emploie, soit à l'oral ou encore dans un texte. Alors au lieu de dire « Ah, le petit chien a sauté de joie », on pourrait dire « sautille de joie ». On pourrait l'utiliser. Lorsqu'on met un verbe dans la banque murale, on écrit le verbe comme il est écrit dans le livre. Alors, on écrirait « je sautille » à la première personne du singulier, mais ensuite, en parenthèse, on mettrait le verbe à l'infinitif. On mettrait « sautille ». Ici,
Je pourrais choisir d'expliquer le mot sympathique dans une banque murale. Alors, la veste de loup géante est un champignon vraiment sympathique. La raison que je le mettrais, c'est parce qu'ici, il y a un beau sujet de discussion. On pourrait poser des questions comme pourquoi Élise Gravel trouve-t-elle les vestes de loup sympathiques? Puis, y a-t-il un autre champignon que tu trouves sympathique? Puis, pourquoi? Puis, explique. Mais si je ne comprends pas le sens du mot sympathique, je ne suis pas en mesure de répondre à ces questions-là. Alors, le mot sympathique, ça serait un bon candidat pour une banque murale. Puis aussi, je peux me servir des mots de la banque murale pour explorer les concepts comme les préfixes puis les suffixes. Alors ici, par exemple, la manette vireuse dit « T'as vu ma jolie jupette? » Bien, une jupette, je peux présenter le suffixe « et » qui est un diminutif. Alors, ça veut dire une petite jupe. Puis ça, je pourrais m'attendre à ce qu'un enfant réinvestisse ces connaissances-là avec des mots comme « fillette », par exemple. Alors, c'est tout pour l'instant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? D'abord. OK. Pas de questions? C'est Louis. Non, actuellement, il n'y a pas de questions. Puis j'invite les gens, là, on est. Si vous voulez prendre le micro aussi pour poser votre question, il n'y a pas de problème. Là. Je veux dire, quand José nous demande si on a des questions, n'hésitez pas à prendre le micro. Là. C'est tout à fait acceptable. Voilà. Excellent, merci Louis. Alors, je fais une petite précision. On en a rediscuté par la suite, là, Karine et moi. La seule petite chose là, que j'aurais à redire, c'est que le mot sautille, si on met je sautille et sautiller en dessous, ça fait une surcharge de mots dans un même carton. Alors, et puis dans quand on a pensé à la banque murale, là, les gens qui ont inventé ça disaient de le mettre à l'infinitif pour apprendre à conjuguer les verbes. Alors ça, c'est le seul petit hic. J'ai bien aimé la partie où elle parle du mot sympathique, que c'est un sujet amenant une discussion et un mot indiquant une émotion. Donc, aussi, ça peut nous partir sur des sujets d'écriture ou inspirer les enfants. Je sais que maintenant, ce n'est pas recommandé dans les ateliers d'écriture de suggérer des sujets, mais quand même, ça peut nous aider à partir un sujet ou à faire réfléchir. Les suffixes et préfixes, comme jupette, par exemple, c'est bien d'en l'insérer dans la banque murale parce que ça permet aux enfants de faire une généralisation de la règle par la suite, comme une petite jupe, c'est une jupette, donc une petite maison, c'est une maisonnette, une petite fille, c'est une fillette, une petite fourche, c'est une fourchette, etc. Alors, ça fait partie d'un apprentissage logique. Même chose pour les racines de mots. Couleur, colorée, incolore, etc., multicolore, etc. Donc, je passe à la prochaine. La prochaine banque murale, c'est un exemple que je vous ai donné là de banque murale à la maternelle. Alors, l'enseignante avait mis des formes géométriques parce que c'était l'apprentissage en cours et 3 symboles, donc c'était 4 par 3. La banque murale type a 5 par 5, mais au secondaire, ça peut aller 7 par 9, ça dépend de vous. Et puis ça, ça fait partie, c'est tiré d'un document, là, Mimi la souris. Donc, elle faisait la banque murale au départ avec des images pour les aider à comprendre comment ça fonctionne, le plan cartésien, comment on donne les coordonnées, comment on trouve la réponse. Pour les apprenants du français, à élèves PANA, par exemple, ça ne serait pas aussi enfantin que ça, c'est pour les plus grands, mais on pourrait mettre une petite illustration à côté du mot, tout simplement, pour des mots qui sont un petit peu plus compliqués, comme par exemple des mots d'action. Je pense juste au mot rugir, par exemple. On pourrait mettre un petit lion à côté qui fait un cri. Ou des mots qui sont plus abstraits. Donc, alors si ça vous tente, on pourrait se pratiquer. Peut-être juste avant, oui. José, peut-être juste avant de se pratiquer, Anan nous dit donc un maximum d'environ 25 mots pour la première année? À peu près.
Oui, 5 par 5, c'est un bon cadre. Moi, j'enseignais en première année, je faisais 5 par 5. Je trouvais que c'était... puis les enfants, là, ils t'expliquaient ça. À un moment donné, l'écrivaine André Poulain était venue dans la salle de classe, puis elle ne savait pas comment ça fonctionnait. Puis les enfants lui ont tout expliqué comment faire ça. Puis même elle, comme adulte, elle ne se retrouvait pas parce que c'était vite expliqué. Mais les enfants, vous allez voir, là, même avec 25 mots, ça va très bien. Merci. Oui. Est-ce que je peux vous poser une question? On les changerait à quelle fréquence alors? Les mots? Oui. OK. Je vais en venir un petit peu plus loin à ça. Mais à chaque jour, les enfants, chez les petits au primaire, ils devraient apprendre 1 à 3 nouveaux mots tous les jours. Et au secondaire, ça serait 3 à 5 nouveaux mots par jour qu'on insère dans la banque murale. Donc, on va parler de la banque murale passive, qui est l'endroit où on va insérer les mots quand 80% des enfants ont acquis le mot. C'est bon? Oui, merci. OK. Donc, juste avant d'aller à la diapo 15 et de se pratiquer, j'aimerais ça vous parler d'abord du questionnement. Quand on questionne les enfants, on le fait de manière aléatoire et sans que les enfants lèvent leurs mains. Comment est-ce qu'on fait ça? D'abord, il faut soi-même se mettre en état d'esprit que même si l'enfant a la main levée, on ne lui demande pas. Ce qu'on fait, c'est que les enfants peuvent le dire, on pourrait dire en bouche de poisson, mais quand on dit ça, les enfants font. Alors donc, en parlant, mais sans voix. Donc, si je pose la question aux enfants, je ne sais pas moi, le mot, si la réponse qu'ils doivent trouver est le mot cône, mais ils devraient dire un cône. Sans parler, juste en activant la bouche. Après 3 mauvaises réponses, on devrait donner la réponse et se donner des points. Alors, dire aux enfants, « Oh, bravo, madame a eu la réponse! » Par contre, questionnons-nous. Si les enfants n'ont pas acquis ce mot-là, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas acquis? Est-ce que c'est parce que le mot est trop difficile? Est-ce qu'il a été mal présenté par soi, l'enseignante? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas été mis suffisamment en contexte? Est-ce que c'est parce qu'on l'a mal pratiqué avec les autres? Est-ce qu'on a oublié de faire une phrase avec ce mot-là? 50% du questionnement devrait être fait une phrase avec le mot. Et on veut aussi encourager l'originalité en évitant la répétition d'une même phrase. Donc, si un enfant qui a déjà dit cette phrase-là, puis un autre enfant la répète, même si c'est le lendemain, bien, on lui demande de soit compléter la phrase, de l'allonger ou bien d'en refaire une autre. Présenter les mots inconnus que les élèves trouveront dans les textes et les livres à lire. Maintenir un tempo de style jeu-questionnaire. Alors, c'est un tempo qui est assez rapide. Et être exact dans son questionnement. Travailler le sens propre des mots et le sens figuré. Donc, on travaillerait les expressions idiomatiques. Permettre une vaste exploitation d'un même mot inséré dans divers contextes. Je vous donne l'exemple du mot café, par exemple. Tu sais, je vous avais dit tout à l'heure, évitez les noms dans la banque murale. Mais si, par exemple, on prend le mot café et qu'on l'insère dans la banque murale, à ce moment-là, je l'insérerais parce que c'est un mot qui a plusieurs sens. Ça peut désigner un liquide noir, donc je bois ma tasse de café. Ça peut désigner un bistrot, je m'en vais avec mon ami au café. Ou ça peut vouloir dire le grain. J'ai fait moudre les grains de café par mon mari. C'est pratique. Donc, c'est ça.
Alors, on pourrait se pratiquer. Voici la bande murale qui a été tirée du cycle moyen. Elle a 5 coordonnées dans l'abscisse et 6 à l'ordonnée. Notez que les verbes, comme par exemple ici, s'emparer, s'affoler, s'agripper, se venger, s'agripper ici, se venger, ce sont tous des verbes à la forme pronominale. Alors, l'enseignante travaillait ça avec les jeunes du cycle moyen, donc elle a fait exprès pour insérer des verbes à la forme pronominale. On va commencer par un questionnement simple. Au départ, on commence simplement. Avant même de travailler le vocabulaire, là, vous pourriez placer votre bande murale puis dire, OK, on fait juste se pratiquer à définir comment trouver les coordonnées. Hein? Montre-moi 2 soleils. Quel est le mot? Se venger. Montre-moi le mot à 3 ciseaux, moelleuse, etc. Une fois qu'on a pratiqué beaucoup les coordonnées, comment les trouver, à ce moment-là, on peut y aller d'un questionnement simple. Alors, un questionnement simple, ce sera un questionnement de type « Trouve l'antonyme du mot « ami » et donne les coordonnées. » Moi, comme enseignante, je pose ma question. Mais je me tais. C'est le pire défaut qu'on a les enseignants, c'est de tout de suite remplir l'espace de silence et on les empêche de penser. Alors, si je vous pose la question, trouve l'antonyme du mot « ami » et donne-moi les coordonnées, moi, je compte 3 à 5 secondes. Alors, je vous invite à répondre dans le clavardoir ou répondre à haute voix tout simplement, puisqu'on n'est pas beaucoup. Nous avons déjà des réponses. D'accord. Alors, ça a l'air que tout le monde dit la même chose. Tout le monde dit 2 étoiles. 2 étoiles. OK. Et lis le mot à 2 étoiles. Là, ça serait élève 2. Et là, j'attends pas 3-5 secondes parce que là, tout le monde a trouvé là 2 étoiles. Tout le monde sait c'est quoi le mot. On l'a dans notre tête. Là, on est en train de dire en bouche de poisson un ennemi. Alors là, je nomme tout de suite un mot à un élève sans attendre 3 secondes. Donne-moi le mot. José Moreil. Un ennemi. C'est beau! OK. Alors, vous voyez, je questionne. J'attends 3-5 secondes. Les enfants font la bouche de poisson. Ils parlent sans voix. Qu'est-ce que ça permet, ça? Ça permet de faire en sorte que les enfants demeurent en action cognitive tout le temps. Puis moi, c'est explicite pour moi parce que je vois qui est en action cognitive en ce moment. Bon, mon élève qui serait en train de dire une fissure, là, je lui ferai un petit signe. Là, ils savent, les enfants, là, juste à regarder les yeux, ils savent, ça veut dire que je ne l'ai pas bien, je vais le trouver encore. Donc, là, ils se reprennent. Ça leur permet de demeurer encore en action cognitive, même s'ils n'ont pas la bonne réponse, en attendant que l'enseignant nomme quelqu'un. Si je nomme José et que José m'a dit une fissure, à ce moment-là, je dirais à José, écoute bien, je vais passer à quelqu'un d'autre et je reviens à toi. Là, je demanderai à quelqu'un d'autre, la personne me dirait un ennemi, et là, je reviendrai à José et je lui dirais, OK, c'est quoi? Répète ce qu'elle vient de dire. Et là, elle dirait un ennemi. Alors, on fait un questionnement d'attention. C'est un type de questionnement. Là, on a parlé de 2 types de questionnement. On a fait le questionnement simple, qui est trouve l'antonyme du mot et donne à l'élève numéro 1 et donne-moi les coordonnées, élève numéro 2. Il y a le questionnement d'attention où on demande à un enfant de répéter ce que l'autre veut dire. Le questionnement d'attention, c'est aussi, ça fait partie des talk moves, hein, voyons, je cherche le mot en français, là. Si quelqu'un l'a, écrivez-moi ça.
Pendant qu'on cherche le mot, Isabelle a une question. Oui. Alors, Talk Move, Anne nous dit interaction verbale. Oui, c'est ça là. Ou puis Tracy nous dit stratégie gagnante. Ouais, c'est une des stratégies gagnantes, c'est vrai. Alors, la question d'Isabelle, c'est est-ce que vous avez un truc pour remplacer la bouche de poisson parce que on porte un masque à l'école présentement? Il n'y en a pas, mais les masques seront abolis sous peu. Mais ils peuvent le faire quand même. Parce que vraiment, là, la bouche de poisson, c'est pour faire en sorte que l'enfant demeure en action cognitive. Alors, c'est au prof de se débrouiller. Débrouillons-nous en attendant. Mais une fois que le mécanisme est enclenché, excusez-moi, je baisse ma chaufferette. Une fois que le mécanisme est enclenché, ils vont le faire quand on va enlever les masques. Et là, vous allez pouvoir le voir. Maintenant, on voit ceux qui ont la réponse. Ils font des yeux brillants, puis ils sont comme ça, puis ils s'empêchent de lever la main en s'assoyant sur leurs mains. Puis... Alors, pour l'instant, non, il n'y a pas de... Je m'excuse, il n'y a pas... avec les masques, on ne peut pas faire autrement, mais le but, c'est pour l'enfant plutôt que pour l'enseignant. Donc, même avec le masque, ça leur permet de garder aussi la réponse en mémoire pour les enfants en grande difficulté ou encore pour les apprenants du français. Ils répètent le mot dans leur tête, ils le répètent puis ils lisent. Alors, plus on le fait, apparemment qu'il faut qu'on lise ou qu'on répète un mot au moins 30 fois avant qu'il soit acquis. Donc, plus on le fait souvent, mieux c'est. Alors, tout à l'heure, je poursuis ou il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, là... moi, j'apportais juste des suggestions, c'est tout. Allô? Donc, oui, c'est ça, Oui, exactement. Donc, Donc, juste proposer quelques suggestions. allez-y, vous pouvez peut-être les dire à Josée, s'il vous plaît. Lorsqu'elle a posé la question, je me suis dit, ah ben tiens, qu'est-ce que je fais dans d'autres matières? Alors, les élèves ont des petits tableaux blancs, ils écrivent le mot et ils le lèvent sans regarder à gauche. Ou alors, on se dit si c'est 1, 2, 3, 4 mots. Ça, tantôt, on parlait de coordonnées. Alors, je dis juste un pour dire, c'est le premier mot, le deuxième, le troisième mot. En fait, c'est quelque chose. Ça pourrait être une solution. Le but de la banque murale, c'est de travailler 10 mots en 10 minutes. Alors, le fait d'écrire, ça ralentirait le processus de cognition, mais c'est quand même une manière de le faire si vous voulez voir les réponses des enfants. Je poursuis donc avec, tout à l'heure, je parlais du fait qu'un questionnement sur 2, ça doit être « fais-moi une phrase avec tel mot ». Donc, si je vous dis par exemple, on va faire une petite pratique, allez-y à micro ouvert, ça va être plus simple. Si je vous dis par exemple, fais une phrase avec le mot « 2 ciseaux ». Là, n'oubliez pas, là, moi je suis en train de compter. Pendant ce temps-là, je ne vous vois pas, mais je m'imagine que tout le monde est en train de dire sa phrase en bouche de poisson ou sans parole. Donc, quelqu'un voudrait s'essayer? Je me tortille je me tortille à n'en plus finir au son de la musique et du tambour. Oh, c'est beau ça. Hey, ça, c'est une phrase de niveau 4, je dirais, moi. Ce que je trouve... beaucoup plus terre à terre. J'ai pensé le ver de terre se tortille sur l'hameçon. Excellent, oui. C'est deux manières différentes. Hein? On voit le ver de terre qui se tortille parce qu'il a mal, tandis que la dame qui danse, elle se tortille par plaisir. Alors, on voit déjà qu'il y a des nuances dans le mot tortiller, se tortiller. Je veux juste ajouter aussi que, parce que j'ai parlé de niveau 4 au niveau de la phrase,
Ce qui peut être intéressant, c'est si, admettons, là, je ne vous vois pas, là, mais qu'on avait fait une phrase qui était de niveau 1. Je me tortille. Mais à ce moment-là, j'aurais pu dire, si je vois que l'enfant a un petit peu de difficulté, j'aurais pu dire à un autre enfant, j'aurais pu dire, qui veut poursuivre la phrase? On va allonger la phrase en ajoutant soit un marqueur de relation ou un marqueur de possibilité. Je me tortille puisque, et là je le donne, donc ça ajoute un élément souvent que les enfants n'auraient pas utilisé, un apprenant de la langue. Je me tortille puisque, continuez la phrase. Et là, les enfants font leur phrase, continuent leur phrase tout en faisant la bouche de poisson et moi je recommence. Je compte 3-5 secondes. Et là, je nomme un autre élève qui pourrait continuer la phrase. Alors, c'est une manière de les amener aussi à écrire dans leur tête. Hein? À l'oral, c'est comme ça qu'on commence par on écrit, quand on se parle dans notre tête, ça nous permet de mieux écrire par la suite. OK, un autre exemple d'une phrase. Fais une phrase avec 3 crayons. Allez-y, n'importe qui prend le micro. On va parvenir à bien faire si on fait un effort. OK, hey, c'est bon ça. On va parvenir à ne rien faire si on fait un effort. J'aime ça. C'est paradoxal. Non, à bien faire. Pas à ne rien faire, à bien faire. À bien faire. OK, j'avais mal entendu. Je trouvais que c'était paradoxal. Ah oui, ça c'est bon. J'aime ton exemple. Alors, tu vois, ça serait une belle phrase aussi, qui est complète. Ça, et puis j'ajoute au niveau de la phrase complète que souvent on oublie des petites choses comme ça. On oublie de dire aux enfants, dans notre quotidien, au lieu si on lui pose une question, on ne demande plus, on n'exige plus que les enfants répondent en phrase complète. Et je pense que ça pourrait aider à l'amélioration du vocabulaire. Plus on répète un mot, plus on parle en phrase complète, plus ça nous permet d'entendre le mot, de le placer en contexte, etc. OK, je passe à un questionnement en 3 temps. Donc, je révise en spirale. On a parlé du questionnement simple. On a parlé du questionnement d'attention. Là, on va parler d'un questionnement en 3 temps. Donc, donne les coordonnées. Au premier élève, je demanderais, donne les coordonnées de tel mot. À un deuxième élève, je lui dirais, donne-moi la définition de ce mot-là. Et au troisième élève, je dirais, fais une phrase avec. Et là, je nommerai un troisième élève. Alors, on va faire un exemple d'un questionnement en 3 temps. Coordonnées, définition, fais une phrase. Coordonnées, définition, fais une phrase. Donc, donne les coordonnées du mot bougonner. Je vois tout le monde faire la bouche de poisson. OK, allez-y. Comme vous êtes des adultes, je vous laisse parler. Trois étoiles ou flocons? Oui, c'est ça. Et Chloé dit 3 flocons aussi. Super, les deux sont bons. Oui, 3 flocons. OK, ça c'est... Quelqu'un m'a donné les coordonnées. Alors, tout de suite, je vais demander, donne la définition du mot. Et là, l'enfant va dire le mot et donner la définition. Alors, je compte 3 secondes. Allez-y. Anne nous dit comme définition que bougonner veut dire être déplaisant, virgule, boudé. Super. Ça peut être ou exprimer son mécontentement là, comme un ours mal léché. Là. Je bougonne. OK. Maintenant. Ah, excuse-moi, il y a Anan qui dit râler.
Et j'ai mis l'accent sur le A parce qu'il y a l'accent circonflexe. Râler. Allez. Ah, mais Louis, ne savais-tu point? J'ai quelque Quoi? chose à dire. Tu sais d'où ça vient, l'accent circonflexe, hein? Pas vraiment, non. Tiens, tant qu'à apprendre quelque chose, l'accent circonflexe, ça vient du fait que ça remplace un S. Comme par exemple, dans le mot fête, avant, ça s'écrivait F-E-S-T-E. Comme la racine est restée dans les langues latines fiesta, festa, etc. Et parce que les moines transcrivaient et ça avec des plumes, ça, oui, des plumes, là, des vraies Oui, des plumes d'oies ou des plumes d'animaux, là, c'est ça. C'est ça. Alors, ça transperçait le parchemin quand on faisait le S puis la courbe. Donc, ils ont décidé de remplacer le S par un accent. Ben, c'est bon, ça. Écoute, il y avait une question tantôt que j'ai malheureusement passé par-dessus de Julie qui se posait comme question au secondaire, est-ce qu'on nomme les élèves aléatoirement? Oui. Oui? Oui. Attends, j'essaie de penser à l'intention de la question. Pourquoi on ne nommerait pas aléatoirement au secondaire? On peut demander à Julie que peut-être ça veut prendre le micro. Oui. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, Julie. Ah, OK, parfait. Je pensais que mon micro ne fonctionnait pas. C'est juste parce qu'au secondaire, on a souvent tendance à avoir des élèves qui ne veulent pas nécessairement répondre ou ils sentent comme c'est évident, il faut créer un climat de classe là, pour que les gens se sentent à l'aise de répondre. Mais si on a des élèves qui ne veulent pas répondre, je suis juste curieuse à savoir une certaine stratégie pour pouvoir les appuyer là-dedans. Je trouve ça intéressant parce que moi, j'étais spécifiquement au secondaire quand j'étais coach là, en enseignement explicite. J'allais dans les classes du secondaire. J'ai fait le primaire 1 an et le secondaire 6 ans, intermédiaire secondaire, et j'ai jamais rencontré ce problème-là. Mais ça pourrait survenir. Je pense que le climat de confiance, ça se fait par le fait que c'est un jeu questionnaire. C'est comment on va le présenter. Et puis, on ne met pas l'enfant sur on met pas l'ado sur la sellette on the spot, en ce sens que je leur laisse le temps de réfléchir, je compte 3-5 secondes, l'enfant nomme, le jeune nomme, sinon il répète. Alors, il y a toujours un moyen de dévier ça. Mais je pourrais pas t'aider avec ça. J'ai jamais rencontré cette problématique. Et puis, je voulais juste ajouter que Tracy et Chloé, dans le même ordre d'idée, les deux disent que il y a des élèves qui pourraient être anxieux, des élèves plus timides, peut-être certains font de l'anxiété, et que peut-être que d'autres, finalement, préfèrent ne pas participer, là. Ils vont tous participer avec la bouche de poisson. Alors, nous, comme enseignants, on peut voir. S'ils ne veulent pas le nommer ou le dire à haute voix, on voit. On voit qu'ils participent. Ça, c'est... Essayez-le. Essayez-le. Puis si jamais vous avez ce problème, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de consulter mes collègues. Parce que j'ai jamais vu ça. Peut-être que je pourrais ajouter là-dessus, peut-être que c'est le temps au début de l'année qu'on investit à créer un climat de classe. Je pense que, tu sais, dans certains cas, on dit « Ah oui, mais je perds du temps », mais justement, d'arriver à créer ce climat qui fait en sorte que tout le monde a sa place et tout le monde a sa voix, et même de faire des leçons pour justement montrer l'importance de donner la voix à tous et chacun. Je pense que après ça, ça pourrait porter fruit. Puis être très aux aguets, être très, très à l'écoute de ce qui se passe dans sa salle de classe, là, ça devient, en tout cas, à certains égards, des fois, une question de gestion de classe aussi, là. Je veux dire, en tout cas, climat, gestion de classe, une voix pour tout le monde. Oui, c'est bon ça, Louis, j'aime ça. Aussi, faire confiance. Tu sais, faire confiance, des fois, on anticipe comme enseignant, puis on n'a peut-être pas anticipé
exactement ce qui va arriver. Essaye-le, tu vas voir. C'est ça. Alors, je passe à la prochaine. Donc, on a parlé, je répète encore, questionnement d'attention, questionnement simple. Après ça, on a parlé de questionnement en 3 temps. Maintenant, je présente le questionnement en réponse complète et complexe. Alors, un questionnement en réponse complète et complexe, c'est soit une devinette où on demande 3 indices, ou par exemple, fais-moi une phrase avec tous les mots de la colonne 1. Alors, l'enfant ferait une phrase avec sommet, fissure, procurer, bafouiller, tendre, retirer. Je le vois, moi je l'ai vu dans des milieux comme l'école Montfort, comme à l'école Sainte-Anne, je l'ai vu à l'école Horizon Jeunesse. Alors, c'est des milieux où il y a plusieurs apprenants de la langue, des nouveaux arrivants aussi, parce que c'est là qu'on atterrit souvent quand on arrive d'ailleurs. Donc, les enfants, ils se débrouillaient très bien. Donc, on se pratique. Faites une devinette avec le mot déguster. Je vais vous laisser 6 secondes. OK, quelqu'un veut se lancer? Si j'étais en classe, là, je verrais tous les enfants qui sont en train de faire leur phrase et qui la répètent en bouche de poisson. Et là, je pourrais nommer quelqu'un. Est-ce qu'on pourrait faire une charade? On pourrait aussi, oui. Est-ce que c'est ça, devinette, charade ou... Devinette, ça fait, OK, là je vais prêcher pour ma paroisse en ce sens que tout à l'heure, je vous ai mentionné que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que moi, j'ai mal fonctionné. Donc, peut-être que j'ai mal expliqué ce que c'était la devinette ou ce que je voulais. Donc, je vais en faire une et puis après ça, ça va vous donner une petite idée. Alors, j'avais dit le mot déguster. Je pourrais dire je mange lentement. Je découvre des saveurs. Le mot est un verbe. C'est un mot d'action. Ou chez les petits, on dirait un mot d'action. Qu'est-ce que je fais? Et là, il pourrait dire déguster. Bon, là, j'ai oublié de vous dire aussi, je m'aperçois que là, on cherche parmi tous ces mots-là. C'est la première fois qu'on fait la banque murale, puis il y a beaucoup de mots, là. C'est 5 par 6, il y a 30 mots. 30 mots qu'on n'a pas lus, qu'on n'a pas vus, etc. Normalement, on commencerait par présenter 1 à 3 mots par jour. Donc, notre banque murale du début aurait un maximum de 3 mots qu'on travaillerait. Le lendemain, il y aurait peut-être 4, 5, 6 mots. Alors, on apprendrait à voir où ils sont situés, c'est quoi les définitions, etc. Ça serait plus facile. J'ai aussi oublié de mentionner que mes mots, là, ma banque murale est pleine. Demain, j'arriverai en classe et je changerai des mots de place. Parce que nos petits fités apprennent la position des mots par cœur. Et ils ne travaillent plus après ça le sens du mot. Ils font juste dire la réponse. Donc, OK. Alors, fais une devinette avec. Une autre, donc j'avais dit, fais une phrase avec toute une colonne ou une devinette. Alors, est-ce que il y a, excuse-moi de t'interrompre, Marie-Ic, qui dit « Je suis un mot d'action, j'ai 3 syllabes, je fais appel au sens du goût, je commence par la lettre D. » Wow, c'est bien ça! Wow! J'aime ça. J'aime, ça paraît que tu as déjà fait des devinettes avant. Oui, toutes les composantes. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut le faire sous forme où on donne des indices? Mon premier est quelque chose qu'on utilise pour que lorsqu'on joue, qu'il y a chaque face a un numéro.
pour Gus, j'ai rien trouvé. Et puis le dernier, j'en bois le matin ou le soir. Est-ce que on peut le faire comme ça aussi? OK. Là, je dirais que ça serait à travailler dans un autre temps. Parce que ça pourrait mélanger les enfants. Puis ça coupe le tempo un petit peu. Si tu coupes ton mot et que tu donnes des indices pour chacune des parties du mot, ça peut les mélanger, je vais vous dire, surtout pour les enfants en ALF PANA. Parce qu'à ce moment-là, ils se situent dans une autre position qui n'est pas celle du mot qui est propre dans la banque murale, mais il faut qu'ils fassent appel à des connaissances antérieures qui ne sont pas toujours là parce qu'ils sont nouvel apprenants de la langue. Ça serait ma réponse pour toi. Je ne sais pas si ça te va. Oui, merci. OK. C'est surtout la partie faire appel aux... un autre type de questionnement pour les réponses complètes et complexes, ça serait fais une phrase interrogative ou exclamative ou négative ou impérative ou peu importe là où ils sont rendus. Dès la première année, on peut faire des phrases interrogatives, ils aiment bien ça, ou exclamatives. Alors, si par exemple, je vous disais, fais une phrase interrogative avec 4 ciseaux. Qu'allons-nous faire s'il y a des imprévus? J'ai manqué le début de ta phrase, excuse-moi. Qu'allons-nous faire s'il y a des imprévus? OK, merci, c'est bon ça. Alors, tu as ta phrase interrogative, super. Alors, pourquoi, là, il vient de me faire une belle phrase interrogative. Pourquoi ça fait partie des réponses complètes et complexes? Parce que ça aussi, ça fait appel à des connaissances antérieures. C'est quoi une phrase interrogative? Comment est-ce qu'on fait pour poser une question? Tu sais, on vire le mot puis le pronom, on les interchange, etc. Chloé a aussi mis un exemple dans la boîte de claverdoir. A-t-il eu des imprévus? C'est bon. C'est une phrase interrogative. Maintenant, cette phrase-là, pour un nouvel apprenant de la langue, c'est difficile à comprendre parce que c'est pas mis en contexte. Est-ce qu'il y a des imprévus? On pourrait continuer un petit peu la phrase aussi. Pour un francophone, ben là, on comprend qu'est-ce que tu veux dire. Des imprévus durant ta journée, ce matin, avant de partir pour l'école, etc. OK. Donc, là... Je vais juste te dire qu'il te reste 44 minutes. Oh, merci, mon gardien du temps. Ça me fait plaisir. OK, je passe à la diapo 17. Tout à l'heure, j'ai mentionné au départ les marqueurs de relation. Pour aider les enfants, les adolescents, peu importe, on peut les afficher. Alors, il y a 3 différentes manières de les afficher. Ça peut être sous forme d'affiche où il y a une affiche marqueur de relation avec parce que, donc, alors, si, mais, car, puisque, ainsi, tandis que, etc. Ou les marqueurs de possibilité, peut-être, à peu près, environ, possiblement, probablement, approximativement, quasiment, etc. Une autre enseignante, elle les avait placés en rose en haut de son tableau blanc, comme ça, tout le long. Ou ça peut être tout simplement une fiche dans un cahier d'écriture, dans un dossier d'écriture, ou ça peut être une affiche au mur. Je mets un accent particulier sur les marqueurs de relation et de possibilité parce que pour les enfants en difficulté, pour les nouveaux apprenants de la langue, ce sont des petits mots qui font parfois en sorte qu'on ne comprend pas le sens général de la phrase. Si je te dis j'essaie de trouver une phrase à la dernière minute comme ça, mais j'ai mangé une pomme, possiblement que je ne la finirai pas.
Si l'enfant ne comprend pas le mot possiblement, il ne sait pas que je finirai pas de manger toute la pomme. Il y a des nuances dans les marqueurs de relation et les marqueurs de possibilité comme à peu près, environ. J'irai chez vous vers environ 5 heures. Ben environ, là, ça ne veut pas dire que je vais être à ta porte à 5 heures. Ça veut dire plus ou moins que je peux être là à 5h30, je peux être là à moins quart. Donc, c'est des mots à travailler. Et puis, les expressions interrogatives aussi. Pourquoi? Qu'est-ce que? Qui est-ce qui? Est-ce que? Souvent, les enfants ne peuvent pas répondre à une question juste parce qu'ils ne comprennent pas un mot. Alors, allez vérifier ça. Ça pourrait être grandement utile. J'ai inséré à la page, oups, je vois que j'ai oublié un petit R, je vais l'ajouter. Donc, pour la clientèle à élèves PANA et EED, j'ajoute des exemples de mots de relation, de marqueurs de relation, des mots connecteurs et des connecteurs logiques. Je ne prendrai pas le temps de lire tout ça. Vous allez pouvoir, sur votre propre temps, aller vérifier, puis vous allez pouvoir réutiliser ça, puis même le faire visionner à vos élèves. J'ai beaucoup aimé les connecteurs, mots charnières, là, surtout quand on fait de l'écriture. Ah oui, je me suis écrit un petit exemple ici. Je faisais la lecture d'un livre en anglais et puis je me suis aperçue que, oups, là, j'étais comme tombée dans la lune, j'étais vaporeuse, puis je me suis dit, OK, là, pourquoi j'ai manqué d'attention? C'est parce que j'avais pas compris. J'avais pas compris un mot, puis ça m'a tout défait ma lecture du reste du paragraphe. Alors, j'ai bloqué sur un mot. Ensuite, quand je suis allée voir, j'ai lu avant, lu après, puis je connaissais vraiment pas ce mot-là. Alors, j'ai cherché la définition. Puis là, j'ai pu faire des liens, puis je me suis dit, OK, j'ai pas compris ce mot-là. Alors, c'était un mot charnière, c'était un marqueur de relation. Nous aussi, on le fait. Donc, ça, la prochaine fiche, c'est la fiche d'exploitation de la Banque Murale. Alors, le petit lien en haut, ce sont les questionnements qui sont ici et que vous allez pouvoir imprimer sur votre temps. Et moi, j'appelle ça ma fiche de lendemain de veille. Donc, vous êtes sorti le vendredi soir, vous n'avez pas eu le temps de préparer votre Banque Murale pour disons que vous avez fêté toute la fin de semaine pour le lundi matin. Vous pouvez prendre cette fiche-là qui va vous aider à questionner les enfants. Alors, les types de questions qu'on pourrait poser seraient les suivantes. Et là, Louis, si je peux me permettre de te demander de les lire puisque j'ai un petit peu mal à la gorge et je vais boire. Alors, il n'y a pas de problème. Tu veux que je lise la fiche? C'est exactement ça? Oui. Oui. Alors, donc fiche d'exploitation de la Banque Murale. Bon, premièrement, trouve le synonyme de. Fais une phrase commençant par le pronom nous et le mot 5 vers. Phrase à clôture bip bip. Fais une phrase avec 3 oranges et 1 bleu. Trouve l'antonyme de. En plus de ça, tu pourrais faire une phrase avec un mot de la banque active et un mot de la banque passive. Ah, alors, tout le monde debout pour un mime avec le mot 4 rouges. C'est ça, on est plus qu'au milieu de la formation. Faire une devinette, faire une phrase commençant par le mot demain et le mot 5 vers, préférablement avec un verbe. Bon. Compose aussi une phrase avec le mot 3 jaune et le marqueur de relation ou le marqueur de possibilité. Trouve le mot qui veut dire 3 petits points, c'est ça. Donc, ça, c'est travailler les différents sens d'un même mot. Prochain, faire une phrase interrogative ou négative ou exclamative avec 2 oranges. Et puis, les 3 derniers, donner une définition de un rose, donner une autre définition de un rose, et puis le dernier, faire une question avec l'expression
interrogative, comment est le mot abracadabra, qui était le mot 5 bleu. Voilà. Hey, t'es hot quand on te met sur la sellette, Louis! OK. J'ai dit que j'étais pour t'aider, hein? Je suis mieux de me forcer quand même. C'est bon. Je veux juste préciser, phrase à closure, bip bip, c'est par exemple les phrases à closure, quand on les écrit sur papier, on met des tirets, hein, remplit les tirets. Mais là, je dirais, au lieu de mettre un tiret, je dirais bip bip. Alors, je dirais ma grand-mère n'a plus aucune bip bip. Et là, l'enfant remplacerait le mot bip bip par dent. Donc, ici, les types de questionnements dont je vous ai parlé tout à l'heure, questionnement d'attention, questionnement simple, questionnement en 3 temps, questionnement réponse complète et complexe, vous avez la définition. Alors, vous pouvez imprimer ça aussi pour vous remémorer et vous pratiquer. Maintenant, c'est le temps des vidéos, Louis. Là, je ne sais pas comment je vais faire ça. Est-ce que je t'ai partagé la présentation? Est-ce que tu peux mettre les liens ou bien c'est moi qui dois te les mettre qui dois te les envoyer? Non, ma question, c'est, il nous reste à peu près une demi-heure. Qu'est-ce que tu veux que les gens fassent pendant que tu expliques? Moi, je pourrais aller chercher les vidéos, là. OK. Alors, moi, je vais poursuivre, puis va chercher les vidéos, et puis je vais poursuivre tout simplement, puis tu auras Tu me diras quand tu seras prêt. J'en ai en masse, j'ai 40, tu n'aurais pas le temps de finir comme d'habitude. OK. Je suis pour rien, je fais de même. OK. Alors, je te laisse trouver les liens, puis tu me diras quand tu es prêt. C'est pas des longues vidéos. Donc, OK. Là, je vous ai dit que les mots de la banque murale active, à un moment donné, la banque murale active se remplit, et quand c'est plein, je dois aller vérifier si 80% des élèves maîtrisent un mot. Exemple, le mot se tortiller, le verbe se tortiller. Je veux voir si les enfants maîtrisent se tortiller. Comment je fais ça? Alors, d'abord, je vais passer par la banque murale. Il y a un micro ouvert. Est-ce que c'est le tien, lui? Oui, c'est le mien. Je suis en train de... Est-ce que tu veux que je mette les 4? Oui, tu pourrais les mettre les 4. Parfait, je fais ça. OK. Donc, on passe par la banque murale. Qu'est-ce que je disais là? OK. La banque murale passive. Quand je prends mon mot de la banque murale active et que je le place dans la banque murale passive, c'est quoi ça, la banque murale passive? Alors, c'est tout simplement les mots qu'on a retirés, qu'on a placés en arrière de la classe ou sur le côté ou dans un cahier. Moi, j'aime bien, pour les petits, sur le mur, mais aussi dans le cahier, puis pour les grands, dans un cahier. Alors, ça pourrait être sous forme de dictionnaire personnel. On s'y réfère de temps en temps pour maintenir les mots vivants. Alors, quand votre banque murale passive, quand les mots sont à côté, on peut les réutiliser quand on travaille la banque murale. Je pourrais dire, fais une phrase avec 3 crayons et le mot 5 de la banque murale passive. Quand 80% des enfants maîtrisent le tout, là, c'est beau, on le passe en banque murale passive. Comment est-ce qu'on fait pour passer un mot de la banque murale active à la banque murale passive? Comment on l'évalue? Je parle d'évaluation formative, mais vous pourriez aussi l'évaluer. C'est qu'on passe par la banque murale à l'écrit. Alors, la banque murale, je vais vous montrer des exemples. OK? Ici, vous avez votre exemple de banque murale à la gauche, hein, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui était sur fond rouge. Et à la droite, les mots qui ont été évalués ont été retirés et placés en colonne tout simplement à la droite. Maintenant, ici, ils ne sont pas numérotés, mais idéalement, c'est de placer un chiffre au début du mot. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les numérotés. Je vous montre celle-ci. Ça, c'est un bel exemple de banque murale passive. Les mots sont numérotés. Vous voyez le mot 14. Tout à l'heure, j'avais parlé du mot rugir, mais ici, c'est le mot grignoter.
Les enfants avaient de la difficulté à comprendre ce que c'était. Alors, l'enseignante a mis une petite illustration d'une souris qui grignote. Enchanté. Enchanté aussi, c'est un mot abstrait. Donc, je continue. Il y a une autre enseignante qui a choisi de mettre les mots en ordre alphabétique parce qu'elle enseignait l'ordre alphabétique. Maintenant, mon humble avis, c'est que si vous mettez les mots en ordre alphabétique, ça prend beaucoup, beaucoup plus de place sur votre mur. Mais première, deuxième, troisième année, on enseigne l'ordre alphabétique. Alors, on pourrait mettre les mots en ordre alphabétique dans j'ai une banque murale à l'écrit, une banque murale passive comme celle-ci, avec une feuille pour les B, une feuille pour les A, une feuille pour les C, etc. Et puis, ça fait en sorte qu'il compose un dictionnaire personnel de mots écrits qui est en ordre alphabétique. Ça pourrait être aussi compilé dans leur cahier propre ou dans un Chromebook. Il y a même une enseignante qui avait fait ça sous forme de porte-clés. Alors, quand les enfants avaient acquis un mot, ben, ils avaient un porte-clés avec plein de feuilles dessus, puis ils écrivaient le mot. Et puis, on peut utiliser les feuilles des deux côtés. Ouf! Et puis, oui, une autre manière que j'avais trouvée bien chouette, j'ai lu ça là, dans un document récemment, c'est d'aller chez Rona ou dans une quincaillerie quelconque, puis de prendre les palettes de couleurs, les jaunes, etc. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est selon l'intensité des couleurs, on pourrait mettre des mots qui ont des gradations, comme on pourrait dire, par exemple, dans les couleurs pâles, on pourrait mettre un peu, et dans les couleurs foncées, ça pourrait être beaucoup. Donc, si on fait la gradation des émotions, ça pourrait être au départ triste, ça serait dans le jaune pâle, accablé, ça serait dans le jaune moyen, et dévasté, ça serait dans le jaune foncé. Alors, ça pourrait être une autre manière de présenter le tout. OK. Donc, votre banque murale à l'écrit, là, je tiens vraiment à présenter ça. Ça, c'est comment on évalue. Alors, d'abord, on va préparer 10 questions. Si je veux sortir le mot tortiller de la banque murale, je vais vérifier si 80% de mes élèves maîtrisent le mot tortiller. Donc, je vais présenter des questions au sujet de 10 différents mots. Et je fais ça une fois par semaine. L'élève consulte la banque murale et identifie le mot qui répond au sens de la phrase. Il inscrit ensuite ce mot sur la feuille de réponse. Donc, je vous montre un exemple. Ça serait un exemple de gabarit là, que vous avez accès. Alors, vous pouvez l'imprimer tout simplement des deux côtés ou vous pouvez tout simplement prendre une feuille lignée puis leur montrer comment on fait. Donc, ça serait le gabarit où l'enfant écrirait sa réponse. Alors, si je dis, par exemple, « Ma grand-mère n'a plus aucune dent » et je cherche le mot « édenté », alors au numéro 1, l'enfant écrirait « édenté ». Une autre question que je pourrais dire, si je cherchais le mot, par exemple, « suspect », je pourrais dire « Cet homme avait l'air douteux ». Alors, l'enfant écrirait « suspect ». Si je cherche le mot, par exemple, si je veux enlever le mot sottise de la banque murale, je pourrais dire cesse donc de dire des niaiseries. Alors là, l'enfant, OK, dire des niaiseries, cherche un synonyme de niaiserie, donc il écrirait idiotie ou sottise, dépendant du mot. Donc, ici, vous avez un exemple de question ou de questionnement ou de phrase que j'aurais préparé à l'avance. Souvent, c'est facile parce que vous avez travaillé le mot pendant X nombre de jours, donc ça vous vient facilement. Mais ça serait le genre de... Je préparais mes 10 questions et puis là, les enfants écriraient les 10 réponses sur leurs 10 cases. Et puis là, je regarde, OK, le mot sottise, il y a 80% des enfants qui l'ont eu, bravo. Je prends le mot sottise, je le passe à la banque murale passive. Donc, la banque murale active, c'est mon plan cartésien. La banque murale passive, c'est ma liste de mots que j'ai placés, que j'ai changé d'une banque murale à l'autre.
Et la Banque Murale, elle écrit, c'est comme un petit peu mon sondage. Et je dis le mot sondage parce que vous pourriez faire ça sous forme de Google Chrome et Google Chrome pourrait compiler vos statistiques. Alors, vous n'auriez pas à le faire à la main, regarder tous les 1, les 2, etc. Alors, je répète encore, si vous n'avez pas le temps de préparer, vous pouvez consulter la fiche d'exploitation du document à la page 19 et poser les questions. On souhaite que la Banque Murale, idéalement, là, on pratiquerait la Banque Murale 10 minutes par jour. Ici, je vous donne... OK, on l'a déjà pratiqué, ça. Je ne sais pas pourquoi je l'ai inséré là, mais je continue. Et, excuse-moi, José, il y avait une question. Anan pose comme question, est-ce que les élèves peuvent voir les mots de la Banque Murale lorsqu'ils sont évalués? Oui, monsieur. Oui, parce que le but, c'est de leur faire repérer le mot, lire le mot, écrire le mot. Plus on va l'écrire, plus on va l'écrire correctement. À ce moment-là, si vous vouliez évaluer l'écriture, l'orthographe du mot, on pourrait cacher les mots. Mais le but, c'est de retirer des mots d'une Banque Murale à l'autre. Alors oui, ils peuvent consulter la Banque Murale. Excellent. Puis moi, j'en profite. Moi, j'avais 2 questions. Puis si tu en parles tantôt, tu me le diras. Anan dit merci en passant. Ma première question, est-ce qu'il y a des mots trop difficiles pour la banque? Parce que je me souviens, jadis, on disait, si tu écris une histoire pour des enfants, là, il faut que les mots soient très simples et très faciles. Puis tantôt, dans les banques de mots que tu avais, je trouvais que les mots étaient très intéressants. J'aimais beaucoup ça, mais c'était loin d'être, en tout cas dans ma définition, loin d'être simple comme mot, là. OK, ça c'est mon opinion, mais je l'ai lu beaucoup chez beaucoup de chercheurs. Si on on enseigne le mot correct et qu'on donne la définition qui est employée dans un contexte authentique, qui est répété, qu'on le lit, qu'ils le lisent souvent, etc., il n'y a aucune raison pour laquelle les enfants ne pourraient pas l'acquérir. Ça, c'est une mentalité, je trouve, qui est très nord-américaine. Les Français ne font pas ça. Les Français ne font pas ça, puis leur vocabulaire est beaucoup plus vaste que le nôtre. Il faut dire qu'ils n'habitent pas dans un contexte qui est biculturel, là. Par contre, ils connaissent 3-4 langues souvent. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire la police du cerveau, mais il faut plutôt... Par contre, là, si tu me parles, oui, d'un conte, comme la Banque Murale en classe, on la travaille. Hein? Si on lit, je sais que je vais lire un roman avec mes élèves. En première année, il y a des mots qui sont tirés de livres de première année. Là. En janvier, les élèves lisaient des romans adaptés. Et 2 semaines avant la lecture du roman, je sortais mes mots, je les plaçais en Banque Murale. Et quand ils lisaient le mot lors de la lecture, à ce moment-là, ils comprenaient ce que c'était le mot parce qu'il avait été lu, mis en contexte, il l'avait appris, il l'avait orthographié, etc. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui. C'est finalement, puis moi aussi, je crois ça. Finalement, si on... Je reprends toujours l'exemple de mon fils, le premier. Chez nous, où est-ce qu'il avait appris très, très jeune, je pense, avant maman, le mot lampadaire, tu sais. Parce qu'il regardait à l'extérieur dehors, puis il montrait le lampadaire dehors, puis là, on disait, tu parles du lampadaire, puis on lui a pas dit si c'était la lumière, tu sais, on lui a dit si c'était le lampadaire. Ben lui, ça n'a pas pris de temps que c'était le lampadaire, tu sais. Puis, tu sais, comme mes tantes, où est-ce qu'ils disaient à un moment, gars, le bébé, gars. Ben non, mais gars au lieu de regarde, tu sais, ben oui, il va prendre gars au lieu de regarde, tu sais. C'est ça, exactement. Ils sont des éponges, hein? Alors il faut leur présenter correctement au début. Puis en plus, ça évite d'être obligé d'apprendre 2 fois. C'est ça. Et on a une autre question ici, Anne qui dit, est-ce que des personnes enseignantes font parfois des banques virtuelles? À l'intermédiaire et au secondaire, les personnes enseignantes travaillent souvent avec 3 groupes, donc 3 locaux.
Oui, très intéressant. Justement, dans la présentation que j'ai faite cet été, c'est pour ça que je passe un petit peu plus de temps avec vous au début, là, parce que la plupart des gens n'ont pas fait, mais j'avais des exemples dans la présentation, dans la première partie de banque murale qui était projetée sur qui était projeté tout simplement, là, écoutez, j'allais dans les classes dans le temps, là, où j'allais à Garneau, puis c'était dans une classe de PEE, et l'enseignant avait un tout petit local, c'était juste du béton, et il projetait tout simplement sa banque murale. Maintenant, le côté négatif de la projection, peu importe là, si c'est fait par le biais du tableau blanc interactif ou peu importe, c'est que c'est pas tout le temps présent. Par contre, si on change de local, ben, vous n'avez qu'à l'allumer au début, puis la projeter. Oui, oui. J'avais des exemples aussi sur Jamboard, des mots qui avaient été faits sur Jamboard, des exemples où quand on n'a pas de place dans la classe chez les petits, d'une enseignante qui avait fait ça dans le vestiaire, puis ça marchait pour elle. Moi, je me serais arraché les cheveux parce que les enfants touchent à tout, mais ça marchait pour elle. Alors, toutes les possibilités sont bonnes. Le but, c'est de travailler le vocabulaire. Et aussi, c'est pas nécessaire que ça soit beau et que les mots soient tous laminés, écrits à l'ordinateur. Ça fait perdre un temps fou et ça souvent, ça nous dégoûte de la tâche, alors qu'on pourrait tout simplement faire écrire ça par des élèves en récréation, si c'est bien écrit, ou l'écrire soi-même rapidement. Donc, c'est ça. Ça peut être écrit en cursive aussi, si vous enseignez encore la cursive. J'ai lu quelque chose là-dessus cette semaine et moi, je pense qu'on devrait revenir à la cursive, mais ça, c'est un autre sujet. Bon, Louis, pour faire du pouce sur ton idée, cette diapositive-ci. Il reste 21 minutes. Ah, c'est bon, OK. Je prends le temps d'expliquer celle-ci. Excuse-moi de dire ça, mais c'est le temps qui reste. C'est très bien. Je suis fière. OK. Dans cette grille d'analyse de vocabulaire-là, en haut, là, en bleu, c'est la grille au complet que je vous ai mis là avec un exemple et vous pouvez l'insérer dans votre drive et la poursuivre tout simplement. Je l'ai divisée en quelques parties. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer que si je travaille un roman, je vais prendre cette grille-là et je vais d'abord placer les chapitres, mettons dans le chapitre 1 de mon livre, parce que s'il vous plaît, lisez le roman avant de l'enseigner. Oh, on a déjà vu dans une classe où il y avait, ça créait un problème là, parce qu'il y avait une scène un petit peu inhabituelle et ça crée un problème. Donc, lisez le roman. Bon, il va y avoir des mots de mise au point. On va dire, OK, ce mot-là, je ne le mettrai pas dans la banque murale parce que je sais que les enfants peuvent le comprendre par le contexte. Donc, ça, je vais le garder pour une mise au point. Les enfants, ils lèvent le point quand ils ne comprennent pas, ils font une mise au point. Madame, je ne comprends pas tel mot. D'accord, ça veut dire ça. Je lui donne parce qu'il ne l'a pas compris, mais 90% des enfants l'auraient compris puisque le mot est en contexte. Il y a des mots que j'aurais choisis comme mots vedettes. Ça, c'est ma partie préférée. Les mots vedettes, c'est un mot comme, par exemple, tiens, je vais aller à mon exemple finalement, la prochaine page. Une mise au point, par exemple, dans le chapitre 1 d'un livre, j'aurais mis le mot digérer, parce que digérer, ça vient toujours, j'ai digéré mes aliments. Hein? Les aliments ou quelque chose, j'ai mal digéré la situation. Alors, on comprend par le contexte. Le mot vedette, un philosophe, mon but, ça ne serait pas d'enseigner un philosophe, parce que je ne veux pas vraiment travailler ça, c'est un nom. Ils savent que c'est une personne qui est intelligente d'après le contexte. Mais je pense qu'il va peut-être avoir des questions, alors j'inscrirai au tableau le mot « un philosophe égale un savant ». Et quand, juste avant la lecture du chapitre 1 de mon livre, je dirais aux élèves, voici les mots vedettes, un philosophe égale un savant, se vexer égale se fâcher, etc. Et quand on fait la lecture, si on fait une lecture ensemble, ou même s'ils la font individuellement, quand l'enfant rencontre ces mots-là, ils disent fort, à haute voix, mot vedette, un philosophe égale un savant, et on passe
on continue la lecture. Alors, ça ne brise pas la lecture. Souvent, on voit des enseignants qui expliquent beaucoup les mots ou bien on n'a pas trouvé les moyens d'expliquer rapidement, puis ça brise le rythme de lecture. Les mots que j'aurais choisis au chapitre 1, là, dans un tel livre, ça serait « se moquer ». Je pense que c'était le chat d'Emma, ou je ne me souviens plus du livre, là, mais se moquer, parce que c'est un verbe. Aussi, c'est une émotion, puis c'est un verbe pronominal. Ronronner, parce que c'est une onomatopée. Je ronronne. Assaisonner, transformer, incorrigible. Hein? Incorrigible parce qu'on voit la racine du mot corriger. Transformer, trans et forme, et aussi on voit la racine. Donc, j'aurais choisi ces mots-là. Et il y a des mots dont je me fiche complètement. Ça serait par exemple la sieste, amplement. Si un enfant ne comprend pas, on pourrait lui expliquer tout à l'heure, ou bien c'est des mots qui viennent tout simplement, ou amplement. C'est un mot de nuance, mais dans ce contexte-là, ce n'était pas nécessaire de connaître la nuance. Donc, c'est comme ça que je préparais ma grille d'analyse de vocabulaire pour l'étude d'un roman, mais particulièrement pour la banque murale, c'est ce type de mots-là que je choisirais. Et je vous inscris ici ce que je viens de dire, comment choisir les mots. Donc, la mise au point, c'est les enfants peuvent discerner par le contexte. Les mots vedettes, c'est les mots qui sont nécessaires à la compréhension, mais que je ne veux pas nécessairement expliquer de long en large. La banque murale, les mots de banque murale, on l'a dit. Puis je m'en fiche, ça dit tout, des mots qui se définissent par leur contexte ou qui peuvent être placés déjà dans d'autres catégories. OK. Les modifications sont nécessaires afin d'ajuster le tout aux élèves. C'est important de vérifier le vocabulaire avant la lecture d'un roman. Bon, j'arrive à la partie EED et ALF PANA. Je vais raccourcir ça très brièvement. J'ai consulté des EAS, des enseignants en affectation spéciale, des directions et des enseignants de salle de classe. Je leur ai posé des questions. De quoi les élèves en enfance en difficulté ou en apprentissage de la langue française ont-ils besoin au niveau du vocabulaire? Quelles sont les grandes lacunes de vos élèves? Quelles sont les meilleures stratégies d'après vous? À quel niveau scolaire l'intervention serait-elle la plus profitable pour traiter du vocabulaire? Quelles ressources suggérez-vous? Et comment appliquer le tout en ALF, PANA et EED? Ça, j'ai reçu plein de réponses, mais j'ai fait un résumé à gauche de ce que les enseignants m'ont dit. Et j'ai trouvé dans un livre qui s'intitule « Le langage oral à portée de main », qui m'a été suggéré par un de mes collègues, Gilles. J'ai trouvé cette page-là fantastique parce que ça résumait un petit peu ce qui a été écrit ici. Mais les grandes lacunes, entre autres, au niveau du vocabulaire, c'est le féminin et le masculin, le vocabulaire usuel de base, les inversions, reprendre le vocabulaire une multitude de fois, réinvestir dans des activités qui sont concrètes, qui sont authentiques, se servir d'objets ou d'images, utiliser les mots dans les bonnes situations, des situations adaptées pour eux. Je ne commencerai pas à présenter le mot « sauter » comme « il a sauté le repas ». Je ne commencerai pas par cette définition-là du mot « sauter » avec un nouvel apprenant de la langue. Je commencerai par l'action de sauter, par exemple. Les racines de mots. Alors, j'en ai parlé depuis le début de ça. On dit aussi, essayer de faire apprendre quelques phrases à l'avance pour que, tu sais, comme par exemple, si j'ajoute dans ma banque murale le mot « puisque », ben, je leur ai montré c'est quoi ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire. Une des grandes lacunes pendant la pandémie, c'est que les enfants ne sont pas sortis. Ils ne sont pas allés au cinéma, ils ne sont pas allés jouer dehors avec leurs enfants. Un peu, on s'entend, mais ils n'ont pas fait d'activités variées et ça nuit à l'ampleur, au nombre de mots qui est présent dans leur vocabulaire. Aussi aux structures de phrases, parce qu'en étant en contact avec des gens
des gens qui parlent différents niveaux de langage, on apprend aussi des structures grammaticales variées. Et puis, ils ont un nombre restreint de mots. Pardon, ma voix commence à faire défaut. Donc, vous pourrez le lire si ça vous intéresse, mais je pourrais résumer ça avec la main, les 5 doigts, qui explique le rapport entre les interactions langagières orales, les compétences langagières, le bien-être et la réussite. Alors, la paume de la main, c'est les interactions authentiques. Et chacun des doigts, ça fait partie de l'apprentissage de vocabulaire. Alors, la conscience phonologique, ça, c'est surtout chez les petits, les enfants en EED et les ALF PANA, les enfants en apprentissage de la langue. Le vocabulaire, la structure des mots et des phrases, la structure des textes et la compréhension du langage oral et les inférences. Donc, vous voyez, le vocabulaire, c'est un des doigts, c'est l'index, c'est un des doigts principaux. Donc, aussi, je voulais juste dire un bref mot sur Daniel Willingham. Daniel Willingham, c'est un chercheur. Je pense à mon ancien patron, qui est Marie Djouzé, qui m'a fait connaître Daniel Willingham, qui s'appelle Pierre. Et que lui, Daniel Willingham, c'est un professeur de psychologie à l'Université de Virginie. Et jusque vers l'année 2000, sa recherche a été axée sur les bases cérébrales de l'apprentissage et la mémoire. Juste là-dessus. Et plus tard, par accident, il explique dans un de ses TED Talks, par accident, il a eu à faire des présentations chez les enseignants. Et aujourd'hui, l'ensemble de ses recherches porte sur l'application de la psychologie cognitive à l'éducation. Et lui, ce qu'il dit, c'est que pour faire le pont entre comment je pourrais expliquer ça? La règle de traduction entre les lettres et les sons des mots, les phonèmes, se fait par le biais de la syllabation. Et la syllabation, on a vraiment escamoté ça depuis les 10 dernières années, je dirais, et il ne faut pas la négliger. Dans les livres de Lucy Calkins, on enseigne comment écrire. Et elle a été beaucoup critiquée par les communautés qui s'intéressent à la littératie. Il y a une guerre qui existe depuis plus de 100 ans là, entre la lecture globale et la lecture syllabique. Et lui, d'après ses recherches, Willingham confirme que la règle de traduction entre les lettres et les sons des mots, c'est les syllabations. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que ça. D'après ce que j'ai compris dans les études, là, 60 jours de syllabation en début d'année, ça devrait être suffisant pour les langues, le français, l'anglais, les langues européennes, etc. On ne parle pas du chinois ici, là. Donc, n'oubliez pas la syllabation. Des fois, c'est juste ça qui fait en sorte que l'enfant n'arrive pas à comprendre. Je vous rappelle rapidement ce que Willingham... William, c'est pas Willingham, c'est William, c'est un autre chercheur, lui. Lui, il dit, il y a 5 choses qu'il faut faire avec les enfants. C'est d'activer les connaissances antérieures, morceler la tâche pour un impact plus grand sur la mémoire à long terme, interpeller tout le groupe, pas seulement certains élèves. Alors, quand vous questionnez à la banque murale, vous pouvez demander à tout le groupe de répondre en même temps. Pratiquer l'évaluation sans note attribuée, formative, puis amener les enfants à générer des questions. Et là, si j'avais eu le temps, je vous aurais posé la question, comment est-ce qu'on fait pour générer des questions chez les enfants? Et si vous voulez m'écrire ça dans le chat, ça me ferait plaisir de recevoir vos réponses parce que je me questionne à ce propos-là. Les pratiques et adaptations à faire en salle de classe chez les élèves ALF PANA sont celles qui suivent. J'ai tiré ça d'un document, là, pratiques et adaptations pour les apprenants du français, nos nouveaux arrivants. Et ce sont les 12 qui correspondent
à la banque murale. Quand vous faites la banque murale, ça répond à tous ces critères-là du document. Alors, employer de l'aide visuelle dans l'écriture des mots, répéter ou reformuler les consignes au besoin, répète ce qu'il a dit, expliquer le sens des expressions, fournir des objets de manipulation, asseoir l'élève devant la classe, assurer un langage accessible et significatif pour l'élève, redire, réitérer, paraphraser, reformuler, donner plus de temps à l'élève pour compléter sa tâche, laissez-leur le temps de penser. Activité en grand groupe adapté, réduire les tâches papier-crayon avec la banque murale, on le fait, accepter les réponses à l'oral, puis adapter les tâches afin qu'elles reflètent le niveau de compétence langagière. Ça, c'est tiré du document Taclé. Je vous ai inséré ici plein de ressources à ALF PANA. J'aime beaucoup planification d'appui 15 jours en ALF PANA. Et j'aime beaucoup la 4e, stratégie d'aide pour les difficultés d'accès lexical, c'est un document qui vient de sortir qui a été pondu ou écrit par Chantal Nadeau et Isabelle Ferguson, 2 orthophonistes de notre conseil, à qui j'ai justement parlé aujourd'hui et qui me permettent de vous partager ça. Pour les enfants en difficulté, l'enfant qui n'arrive pas à trouver un mot qu'il connaît à l'oral. Alors, les aider, là je ne parle pas de l'écrit, c'est différent l'écrit. Aider à retrouver le mot dans sa tête et offrir un minimum d'aide pour l'outil à retrouver ce mot de façon autonome. Donc, on peut donner des indices, un indice sémantique selon le sens. Hein. Si c'est le mot chat qu'on cherche, c'est un animal qui fait miaou, bien tu te rappelles de caramel? Ah oui, c'est un chat. Un indice phonémique, alors donner le premier son du mot. Un indice syllabique, mouton, mou. Donner le mot quand l'enfant ne le connaît vraiment pas ou que ce n'est pas pertinent de travailler le mot. Inviter l'élève à décrire le mot qu'il recherche et lui laisser le temps de trouver le mot avant de donner des indices. Alors ça aussi, on peut faire ça quand on pratique la banque murale. Je vous ai inséré ici les expressions interrogatives parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant de travailler ça parce que les enfants ne comprennent pas toujours le sens du questionnement parce qu'ils ont un bris de compréhension au niveau des expressions interrogatives. Donc, si je demande à l'enfant « Pourquoi es-tu venu à l'école ce matin? » L'enfant doit comprendre qu'il cherche une raison. Si je dis « Combien? » l'enfant doit comprendre qu'il cherche une quantité, un nombre. Si je dis « Est-ce que? » il doit comprendre qu'il cherche, il doit répondre un oui ou un non et une explication par la suite. Alors ça peut vous aider à les aider finalement. Norme du processus d'apprentissage. Un apprenant francophone devrait assimiler 3 à 5 mots par jour. L'apprenant de langue seconde devrait acquérir 2 fois plus, soit 10 mots par jour. Je vous ai inséré ici parce que j'ai fait relire ma présentation par Louis, puis il me posait des questions, alors j'ai trouvé un article. Ici, le bébé fait de la statistique des mots. On dit que le premier mot apparaît autour de l'âge d'1 an et que le lexique s'élargit d'abord lentement, puis en 18 et 24 mois, il y a une explosion de vocabulaire. L'enfant prend 8 à 10 mots par jour, soit à peu près 1 mot par heure de veille. Ça, c'est une psycholinguiste qui disait ça à l'Université de Paris. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire l'article qui est là. Pour en savoir plus. EED, des ressources. Vous êtes en première et deuxième année, vous sentez que vos élèves ont besoin de conscience phonologique. Brille la chenille rigole. Des ressources, il y a Brille la chenille aussi pour les plus petits. Et les EEAS en EED m'ont suggéré les ressources qui suivent. Les ressources pan-canadiennes à l'appui de l'approche culturelle de l'enseignement et du Source Ontario qui sont des mines de trésors. Donc, les éléments clés à retenir lors du réinvestissement d'un mot, les définitions devraient être accessibles. Donner des exemples concrets sur le sens d'un mot.
Offrez des espaces de discussion sur le sens d'un mot. Posez des questions qui permettent d'établir des liens entre les connaissances et l'expérience. Et un mot doit être placé en contexte pour être mieux retenu. À cette page-ci, le livre « Le langage oral à portée de main » dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous offre ici les liens où vous pouvez vous abonner à la page Facebook. Alors, pour l'obtention du livre, il y a les bons de commande et la page Facebook qui pourrait être intéressante. Si vous souhaitez enseigner le vocabulaire selon la forme, le sens et l'utilisation d'un mot, il y a les pratiques novatrices pour enseigner le vocabulaire. Et les autres guides, ce sont des guides du ministère que vous connaissez. J'ai mis plein de ressources ensuite et d'activités complémentaires. Alors, là-dedans, il y a des sites Internet, des vidéos, tout simplement des petites activités inscrites en un paragraphe que vous pouvez pratiquer avec vos élèves en complément de la banque murale pour pratiquer le vocabulaire, parce qu'on ne parlait pas juste de la banque murale aujourd'hui, on parlait du vocabulaire en général. Des jeux de mots, les homophones. Alors, ça vous donne aussi des exemples de mots que vous pourriez insérer dans la banque murale si ce sont des mots qu'on retrouve dans vos textes. Hein? Vos manuels de mathématiques, là, les mots reliés avec un E et reliés avec un S, ça ne veut pas dire la même chose. Il y en a un qui ça veut dire fais une ligne entre les deux, puis l'autre, ça veut dire relie la phrase. Alors, vous pourriez trouver plein d'exemples là-dedans à consulter. Et enfin, une petite mise en garde au sujet des listes de vocabulaire. Parce qu'on me demande tout le temps, Josée, peux-tu m'envoyer une liste? Peux-tu m'envoyer une liste? Je vous lis cette citation-là, qui est tirée d'un document d'une chercheuse qui dit que lorsque les mots des listes ne sont pas enseignés explicitement, on n'enseigne ni le vocabulaire ni l'orthographe. Alors, si vous pratiquez la banque murale, ça veut dire que vous allez avoir enseigné explicitement les mots. Et comme tout bon exemple a ses exceptions, je vous donne des listes de vocabulaire. Une des listes qu'on me demande le plus souvent, c'est des listes de mots de vocabulaire usuel ou des listes par thème. Je parlais aux orthophonistes aujourd'hui, puis ils disaient attention, attention, là. Il faut que les mots soient employés en contexte. Mais si vous cherchez des listes de mots employés en contexte, les voici. Et sur ce, je vous remercie et j'ajoute que Louis a ajouté, je pense que c'est 4, là, je ne vois pas le chat, oui, mais c'est 4 films, 4 vidéos qui ont été qui ont été filmées à l'école Horizon Jeunesse et qui vous donnent des exemples de comment pratiquer, comment présenter un mot, d'un questionnement simple, un questionnement en 3 temps, un questionnement complexe. Et j'ajoute que ces films-là sont un petit peu plus vieux parce que c'était pas mal avant la pandémie et qu'on ne portait pas de masque et qu'on rassemblait les enfants collés les uns sur les autres. Donc, j'espère que ça va pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux toujours vous répondre. Et mon adresse courriel, c'est gagnoj@écolecatholique.ca, qui est à la page 52 de votre... Oui, Angela. Oui, Jean-Baptiste. Oui, on dirait plus. Oui, Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a le lien de la présentation? Oui, justement, j'arrivais avec ça. Alors, premièrement, je vais juste remercier Josée pour l'excellente présentation aujourd'hui, l'excellente formation. Et puis, je vais aussi remercier tout le monde qui était là. Je vais arrêter l'enregistrement, puis après, on répondra à certaines questions là, que vous avez mises dans le chat. Alors donc,